Il reste un mois. 4 semaines avant la clôture de cette saison 2024-2025. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, sans casque. On tente quelque chose. Mais ouais, il reste 4 semaines. Il reste entre 2 et 4 journées, en gros, dans les 5 championnats majeurs. Et on a déjà des clubs sacrés, on a déjà des championnats où on a notre champion Liverpool en Première Ligue, bien sûr. Emoji trophée pour Harry Kane, et il a remporté le premier titre de sa carrière l'autre jour. Le Bayern est champion d'Allemagne, le Paris Saint-Germain en France. Mais c'est pas fini partout, et il y a du suspense partout, à tous les étages. Donc, c'est parti, mon top 10 des folies, des choses à suivre de la fin de saison. Hypons-nous un petit peu pour les prochaines semaines. C'est parti. À la 10e position, ouais, peut-être que certains ne sont pas au courant, mais il y a en début d'année 2025, j'avais fait une vidéo avec Stan sur nos prédictions de fin de saison. J'avais fait déclencher quelques mimes un petit peu de partout. Je vais dire qu'à la fois le club de Bologne et Ante Budimir, l'attaquant croate d'Osasuna, vont tous les deux faire la meilleure saison de leur histoire récente ou de leur carrière. C'était ça l'idée avec Ante Budimir et Bologne. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Et bah écoutez, Ante Budimir, pas mal. C'est même plus que pas mal. C'est fait. On avait dit qu'il ferait la saison la plus prolifique de sa carrière. 18 buts en Liga. Il n'a jamais fait plus. L'année dernière, c'était 17 avec Osasuna. Déjà 18 pour Ante Budimir. Il n'a jamais fait 18 buts en championnat dans l'histoire de sa carrière. Et il en a même ajouté 3 en Coupe du Roi, ce qui fait 21 au total. Pareil, meilleure saison de sa carrière, même un avec la Croatie contre l'équipe de France, on s'en souvient, match aller en Ligue des Nations. Donc, Budimir va le faire, et est-ce qu'il peut même franchir la barre des 20? Il pourra pas être Pichichi, mais il peut conforter sa place sur le podium des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne. Pas mal. Osasuna, en plus, cherche des choses sur cette fin de saison. Ils sont 9e. Ils sont à égalité de points avec le Rayo 44, donc ils peuvent aller chercher une place européenne. Le max qu'ils peuvent envisager vraisemblablement, c'est la 7e position, donc même une place en Europa League. Mais ouais, Osasuna, Budimir, on a réussi la moitié de notre pari. Il reste la deuxième moitié. Il reste Bologne. Et alors, on disait la meilleure saison de l'histoire de Bologne, parce que l'année dernière, ils s'étaient qualifiés pour la Champions, Thiago Motta et tout, mais ils avaient fait 5e. Ils peuvent encore faire 4e cette année. Et en plus de ça, ils peuvent faire 4e parce qu'ils sont à 62 points, et la Juve 4e est à 63 points. Il reste 3 journées en Serie A. Bologne peut le faire, peut finir top 4. Et en plus de ça, ils jouent l'AC Milan en Serie A vendredi, mais ils jouent surtout l'AC Milan le 14 mai en finale de Coupe d'Italie. Bologne peut aller chercher un titre, peut aller chercher un sacre, peut aller chercher un trophée. Et s'il y avait qualif de Bologne en Champions, victoire en Coupe d'Italie contre l'AC Milan, et que Budimir, eh ben, ça passe. Ouais, je crois que notre pari serait réussi, notre prédiction fonctionnerait, et c'est le premier truc qui me hype sur la fin de saison. Alors, en parlant de la Coupe d'Italie et de Bologne, il y a une deuxième chose, les rêves des petits et leurs cauchemars aussi. Pas mal de petits se prennent à rêver sur la fin de saison. Il y a Bologne qui peut aller gagner la Coupe d'Italie. Il y a aussi Crystal Palace en finale de FA Cup. C'est le samedi 17 mai. C'est contre Manchester City. Il y a déjà aussi un petit peu l'enjeu pour City de sauver leur saison à Wembley de cette manière. Mais le Crystal Palace d'Oliver Glasner, ils peuvent faire quelque chose de... C'est plus que grand. C'est un club qui a été fondé en 1861. Ils n'ont jamais remporté de trophée majeur. Je crois qu'ils ont des titres de D2 et de D3, mais jamais de titre élite, jamais de FA Cup, jamais de League Cup, jamais de Premier League. Crystal Palace, un club qui a quasiment 150 ans d'histoire, même plus de 150 ans du coup. Ouais, ça va, le calcul mental fonctionne encore un peu plus. Plus de 150 ans d'histoire, et ils peuvent aller chercher le premier titre majeur de leur histoire contre City. Ce serait une folie, et ce serait même peut-être pas la plus grosse folie des 5 championnats majeurs si on parle de coupe, parce qu'en Allemagne, alors en France il y a Paris-Reims, ok, et Reims peut le faire, ce qui serait fou, mais en Allemagne, l'Arminia Bielefeld en finale contre Stuttgart, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais l'Arminia Bielefeld, c'est un club de 3e division qui a tapé 4 clubs de Bundesliga en route vers la finale. Notamment l'autre jour, ils ont remonté Leverkusen. Ils perdaient 1-0 contre Leverkusen, le tenant du titre, du Pokal. Ils sont revenus, l'ont emporté 2-1.
est-ce qu'un club de 3e division peut aller chercher la Coupe d'Allemagne et donc se qualifier pour l'Europa League? Mais même juste remporter le trophée, ce serait une folie. Mais imaginez l'Arminia Bielefeld en Europa. En plus, ils sont assez chauds en ce moment. Ils sont sur 11 matchs consécutifs sans défaite. Ils vont remonter en D2. Ils sont 2e de D3. Ouais, une folie à Berlin. Et un match que, pour le coup, je vais avoir sur le calendrier. C'est le même soir que Paris-Reims. Ça démarre 1 heure avant. Ça démarre à 20h. Mais je veux dire, ça me hype encore plus que la finale de Coupe de France. L'Arminia Bielefeld au bout de la folie. Ce serait totalement dingue. Et en vrai, même pour Stuttgart, prendre un titre, ils sont pas si fréquents que ça. Voilà, grosso modo, ce qui m'intéresse chez les petits. Les petits en rêve. Alors, il y a aussi les cauchemars des petits, parce qu'il y a bien sûr la question de la relégation qui est quasiment pliée un petit peu partout. En Angleterre, par exemple, c'est totalement plié. Ipswich, Leicester et Southampton vont descendre. Il y a 15 points d'écart entre le 18e Ipswich et West Ham 17e. Manchester United et Tottenham sont là, 15e et 16e position. On va reparler d'eux très très vite, mais c'est quand même assez fou de voir 15, 16, 17 United, Tottenham, West Ham. Mais les relégués en Première Ligue, c'est confirmé. On va pas faire Italie, Allemagne et Espagne. Il y a en gros une place restante la plupart du temps, ou de barragistes, mais c'est grosso modo plié. En Ligue 1, ça sent pas bon du tout pour Saint-Etienne à 2 journées de la fin, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent prendre la place de barragiste du Havre. Aussi, cette place de barragiste, elle se joue entre Le Havre, Nantes, Angers et Reims, qui se tiennent en 2 petits points. Saint-Étienne a 2 matchs qu'ils peuvent gagner. Le Havre, c'est plus difficile. Si je dis pas de bêtises, c'est Marseille et Strasbourg, 33e et 34e journée. Donc, ils pourraient perdre des points. Et c'est quelque chose qui peut nous intéresser parce que le barragiste, le 16e, va disputer le barrage avec un club de Ligue 2, où là aussi, il y a la confirmation des montées de Lorient et du Paris FC. Paris FC qui retourne dans l'élite. Ça va être une histoire, on en parlera sans doute à l'intersaison. Mais sinon, l'accession à la Ligue 1 va se jouer entre le 3e, le 4e et le 5e. En gros, il y a un tour 4 contre 5, un play-in, si on veut, 4 contre 5. A priori, Dunkerque-Guingamp. Dunkerque qui a pas mal perdu du terrain récemment. Le Dunkerque de Luis Castro, dont on parlait il y a quelques mois. Le 4e contre 5e joue le 3e. Le vainqueur de ce match, 4-5, qui joue le 3, le vainqueur de ce match joue le 16e de Ligue 1. Et on voit qui monte ou qui reste dans l'élite. Donc, encore pas mal d'histoires à écrire là sur les 2 derniers matchs. Le dernier match de la saison en Ligue 2. Et on verra qui joue le barragiste en Ligue 1. Voilà pour les rêves et les cauchemars des petits. Si on va assez vite, il y a aussi une place pour 3 en Allemagne. La course à la Champions en Allemagne, elle se joue entre Fribourg, Dortmund et Leipzig, qui ont 52, 51 et 50 points à 2 journées de la fin. Théoriquement, peut-être que Mayence et le Werder, mais bon, ça, il faudrait un sacré concours de circonstances. Grosso modo, Fribourg, Dortmund, Leipzig. Dortmund, Leipzig, on est habitué à les voir en Champions très très régulièrement. Cette place pourrait leur échapper. Il n'y en aura qu'un seul au bout. La 5e place n'est pas qualificative pour la Ligue des Champions cette année en Allemagne. C'est pour l'Angleterre et pour l'Espagne. Donc, est-ce que Dortmund, qui est revenu pas trop mal, avec quelques résultats super importants, des renversements de situation, l'autre jour Valdemar Anton, but 95e minute, etc. Est-ce que Dortmund peut le faire, chipper cette place à Fribourg? Est-ce que c'est pour Leipzig? Est-ce que c'est pour Fribourg? Il y a une fin un peu folle en Allemagne. Il y a l'Europa League aussi, la conférence. Il y a des rencontres majeures qui se profilent en Europe. United et Tottenham en Europe. En Europa ont pris 2 très très belles longueurs d'avance. Tottenham a battu Bodo Glimt 3-1 à l'aller à Londres, 24 tirs à 3. Mais ce petit but à la fin d'Ulrich Saltnes, très beau but, 83e minute, offre peut-être à Bodo Glimt une chance. Le retour dans leur petit stade, ouais, on ne sait jamais. Madison est sorti sur blessure. J'ai pas suivi, mais s'il n'est pas là, peut-être que... En tout cas, Tottenham a pris une bonne longueur d'avance. Et à Bilbao, United a éteint San Mamés qui reçoit la finale. Moi, depuis le début, je disais l'Athletic Bilbao favori de cette Europa League, c'est eux que je vois aller au bout chez eux. Là, scénario catastrophe, 3-0, Dani Vivian exclu. Je dois dire l'action, même si peut-être l'arbitre a appliqué le règlement à la lettre, dans la main de Garnacho, au moment où il est en train de se relever, elle n'est pas collée au sol. C'est quand même une action qui fait tout pencher derrière le carton rouge pour la poussette sur Højlund, double peine et tout. Franchement, si j'étais supporter de Bilbao, je vivrais les choses très très mal, mais on se condoléances et soutien parce que
Ouais, Maguire tord les cœurs de nos deux clubs. On a vécu un sale moment il n'y a pas longtemps avec United. En tout cas, ils ont pris une très très belle longueur d'avance. Normalement, à Old Trafford, ça devrait le faire, même si peut-être une folie en demi-retour. Si c'était d'aventure United-Tottenham en finale d'Europa League, bon, c'est un match très regardable. Un choc de Première Ligue en finale d'Europa. Le 15e contre 16e de Première Ligue en finale d'Europa. Mais l'opportunité pour les hommes d'Amorim et les hommes de Postecoglou de sauver leur saison et peut-être d'entrevoir un petit peu la suite un peu plus sereinement, aller accrocher la Champions par exemple, avoir 6 clubs anglais donc en Ligue des Champions, si effectivement cette finale se confirme. Voilà grosso modo pour l'Europa League. Et il y a aussi la Conference League où la finale qu'on annonce depuis le début, qui forcément inclurait Chelsea, qui a battu Djurgården 4-1 au match aller, et soit la Fio, soit le Betis, cette finale va avoir lieu, parce que ce sera Chelsea soit contre la Fio, soit contre le Betis. Betis a pris une petite longueur d'avance contre la Fio, mais il y a le match retour à Artemio Franchi. On verra la finale, c'est le 28 mai, et la finale d'Europa League, c'est le 21 mai, une semaine plus tôt. Conference League, c'est quelques jours avant celle de Champions, qui est le 31. Voilà pour l'Europe. En Italie, 2 trucs distincts qui m'intéressent. Bien sûr, la course au titre. Naples en est si proche. L'Inter a un petit peu capitulé sur la fin. 2 défaites sur les 3 derniers matchs. 2 seules victoires sur les 5 derniers. Et Naples, avec 4 victoires en 4 matchs, a repris les commandes à 3 journées de la fin. Naples a 3 points de plus que l'Inter. Une différence de but inférieure. Et sur leurs 2 matchs, si je ne dis pas de bêtises, ils ont fait à chaque fois un partout. Donc ce serait la différence de but absolue qui départagerait les deux. Naples, sur ces 3 derniers matchs, joue le Genoa à la maison, Parme en déplacement, Cagliari à la maison. S'ils emportent les 3 matchs, c'est bon. S'ils font 2 victoires et 1 nul, c'est bon. S'ils perdent un des 3 matchs ou s'ils font 2 nuls, l'Inter, avec un 9 sur 9, pourrait revenir. Donc, Naples peut faire le 2e titre en 3 ans. Ce serait aussi la 6e année consécutive en Serie A qu'on a à chaque fois un champion différent par rapport à la saison précédente. C'est beau, toujours autant un championnat qui font regarder. Mais ouais, Naples peut le faire, ce serait fou. Conte qui rentre encore un petit peu plus dans l'histoire. Lukaku qui gagne une 2e Serie A, 3e club italien dans sa carrière, 2e Serie A. Scott McTominay qui serait peut-être élu MVP du championnat et qui a marqué des buts clutch à la fin. On a parlé un petit peu tout au long de sa saison de son rôle si particulier. Imaginez si Naples le faisait. Maintenant, je sais que Naples, ils peuvent choke un petit peu sur la fin. Je me souviens, même s'ils avaient eu le titre au bout, à la Salernitaine, Boulaïdia, il y a 2 ans, à l'époque Kfara Osimhen. Donc ouais, fin de saison intéressante. L'Inter, on en reparle dans quelques moments, mais ça peut très très mal se finir pour eux. La course au titre m'intéresse en Serie A, bien sûr, mais peut-être moins que la course à la Ligue des Champions. Une méga course à la Ligue des Champions en Italie, qui est un des trucs les plus intéressants de la fin de saison. Juve, qui est 4e, 63 points. Roma, 5e, 63 points. Lazio, 6e, 63 points. Et Bologne, 7e, 62 points. À 3 journées de la fin. Théoriquement, même la Fio pourrait se mêler à la bataille. Mathématiquement, l'AC Milan aussi, même si je pense que c'est fini. Mais ouais, minimum, il y a 4 clubs Juve, Roma, Lazio, Bologne qui se tiennent en un petit point. Cette Ligue des Champions, elle est tellement critique en Italie. On sait, les budgets, les masses salariales dépendent tellement de la qualification en Champions. La Roma de Ranieri est très très bien revenue. La Lazio, pas mal aussi. Et il y a d'énormes matchs sur les dernières journées de Serie A. Par exemple, ce week-end, on a Lazio-Juve. Lazio-Juve à Rome, c'est samedi 18h, entre le 4e et le 6e. Ils sont à égalité de points. Quel énorme match. Bologne joue l'AC Milan, comme on en a parlé vendredi, dans une preview de la finale de Coupe d'Italie. Ça va être costaud. La Roma se déplace à Bergame pour jouer l'Atalanta. Pas facile. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J37, Inter-Lazio. La course au titre pour l'Inter, la course à l'Europe pour la Lazio, qui n'a pas un calendrier facile. Mais quel énorme match. On a Roma-Milan aussi. Et on a Fio-Bologne. Peut-être une dernière chance pour la Fio. Ouais, franchement, fin de saison totalement folle en Italie, que ce soit pour le titre, que ce soit pour la qualification en Europe, ça va être un régal, et c'est absolument une des choses à suivre de cette fin de saison. Comme l'est aussi la Ligue des Champions, cette vidéo, elle est sponsorisée par mes potos de NordVPN, j'en parle très très régulièrement sur la chaîne,
Je l'utilise personnellement depuis des années. Vous savez qu'avec NordVPN, vous pouvez non seulement sécuriser votre connexion en masquant votre adresse IP, en vous localisant sur un autre serveur, un serveur virtuel, mais aussi accéder à du contenu qui est géobloqué. Par exemple, actuellement, là, je me suis connecté en Belgique, je vis aux Pays-Bas, parfois je me mets en France pour regarder des résumés sur YouTube qui sont accessibles seulement en France, des images seulement en France. Là, je me suis mis en Belgique, ça permet d'avoir accès, par exemple, à RTL Play, qui offre des matchs de Ligue des Champions, certains en direct, beaucoup de matchs en replay. Par exemple, je peux regarder le match aller Barça-Inter. Hop, je clique parce que je suis en Belgique, je vais sur RTL Play, c'est accessible et j'ai 1h40 de match. Et vous avez accès avec le lien en description à cette offre de bienvenue pour moins de 3 € par mois, 28 mois d'abonnement. Ça revient à 83,43 €. N'hésitez pas, lien en description, nordvpn.com/willou, super service que j'utilise tout le temps et que je vous recommande chaudement. Et il y a aussi quelque chose d'assez fort en Espagne, une course au titre, le Barça, le Real, avec un classico dimanche 16h15, c'est le 4e classico de la saison, et le Barça peut aller chercher une 4e victoire. Ils ont 4 points d'avance à 4 journées de la fin. Ouais, ça peut se jouer là. Ce serait pour le Real pas une saison blanche, parce qu'il y a eu Coupe du Monde des clubs, parce qu'il y a eu Super Coupe d'Europe en début de saison. Mais bon, grosso modo, tu gagnes ni la Copa del Rey, ni la Liga, ni la Champions, et tu perds 4 fois dans la même saison contre le Barça. C'est pas une bonne saison. Très très important ce classico, et qui sera champion en Espagne, c'est encore une question ouverte. Il y a aussi la question du Pichichi, où Robert Lewandowski et Kylian Mbappé, 25 et 24 buts respectivement, un seul but qui les sépare. Donc ouais, ça c'est pas mal. Ante Boudimir qui rôde là à 18 longueurs. Mais ouais, la fin de saison en Espagne, qui sera champion, bien sûr, c'est un moment majeur. En France aussi c'est chaud, pas pour le champion, mais pour la course à la Ligue des Champions, où on a un petit peu comme en Italie, Marseille 59, Monaco 58, Nice 57, Lille 57, Strasbourg 57. Mont-Noël, malheureusement battu à Lens l'autre jour, contre Lens 54. Il reste 2 matchs, c'est mathématiquement possible, surtout que prochain match, on joue Monaco. Ça va être immense. C'est notre dernière chance. Mais même si on enlève la situation de Mont-Noël, on a 5 clubs qui se tiennent en 2 points. Il y a 2 places qui qualifient directement pour la Champions et une 4e, bien sûr, les tours préliminaires. Donc, c'est très chaud en France. Ouais, ça va être énorme. Il n'y a pas d'autres matchs à part OL Monaco. Il n'y a pas d'autres matchs entre des clubs directement en rivalité pour ces places-là. Mais plus que 2 journées de Ligue 1, elles sont à suivre absolument. Ça peut aller dans toutes les directions. C'est chaud en France. C'est chaud en Angleterre aussi. Pareil, pour la course à la Champions, c'est devenu méga chaud. Parce qu'Arsenal, qui a beaucoup lâché du lest récemment, et que à 67 points, pas officiellement qualifié. Il reste 3 journées. Bon, ils sont quand même mathématiquement plutôt en bonne position. Mais théoriquement, ils sont encore dans la course. Surtout derrière, City, 3e, 64. Newcastle, 4e, 63. Chelsea 5e, 63 aussi. Forest qui a dégringolé récemment, 61 points seulement. Aston Villa 60. Les 5 premières places qualifiées pour la Champions. Mais grosso modo, il y en a vraiment 3 qui sont encore totalement en jeu à 4 journées de la fin. À 3 journées de la fin, pardon. Et il y a 5 équipes pour aller prendre ces places. Et surtout, il y a des méga matchs. Chelsea qui est en train de finir très fort avec 3 victoires d'affilée, dont l'autre jour contre Liverpool 3-1. Et bah prochain match. Prochaine journée en Angleterre, Newcastle-Chelsea. Dimanche 13h. Énorme match. Avant le Classico, branchez-vous sur Newcastle-Chelsea à St. James Park. Les 2 clubs qui sont 4e et 5e à égalité à 63 points. Méga match. Derrière, après cette J36, donc Newcastle-Chelsea, on a en J37 Arsenal-Newcastle. Grosse fin de saison pour Newcastle, mais les hommes d'Eddie Howe, ils peuvent le faire. Méga match ça à l'Emirates. Et enfin en J38, Forest-Chelsea. Donc là, on a beaucoup de matchs entre des concurrents, des prétendants à cette Champions. Ça va être un peu fou. Il y a aussi un autre enjeu en Première Ligue, au-delà de la course aux places européennes et à la Champions. Le vainqueur, le meilleur buteur, ça devrait être Mo Salah, sauf si Isaac fait une folie. Il a 23 buts, Isaac. Salah 28, qui est un peu ralenti. Un seul but sur les 6 derniers matchs. Mais l'enjeu pour Salah, c'est non seulement
Le meilleur passeur, il va l'être aussi. Il va finir sans doute meilleur buteur, meilleur passeur, ce qui est incroyable. Mais à 18 passes D, il peut devenir le meilleur, faire la saison, meilleur passeur de l'histoire. 20 passes décisives, c'est le record. Il peut le battre. Il reste 3 matchs pour. Et en plus de ça, son total de buts, 28. C'est sans doute suffisant pour être meilleur buteur de Première Ligue. En revanche, c'est pas suffisant, à l'heure actuelle, pour être soulier d'or européen. Incroyable saison qu'est en train de faire Victor Gyökeres avec 38 buts, malgré le fait que le coefficient du Sporting, comme c'est un championnat, comme le Portugal est un championnat en dehors du top 5, ses buts ne sont multipliés que par 1,5 pour le classement du soulier d'or. Les 5 championnats majeurs, c'est par 2. Donc Salah, 28 x 2 et à 56. Gyökeres, 38 x 1,5 et à 57. Gyökeres est devant à la course au soulier d'or européen. Il ne reste pas beaucoup de matchs et on n'a pas eu un soulier d'or européen en dehors des 5 championnats majeurs. L'année dernière, c'était Kane, ensuite Haaland, Lewandowski 2 fois, Ciro Immobile, 3 fois de suite Messi. On n'a pas eu un soulier d'or européen en dehors des 5 majeurs depuis Mario Jardel en 2002. C'était déjà le Sporting Portugal. C'était pas la seule fois qu'il était soulier d'or, il avait été aussi avec Porto en 99. Mais ouais, 23 ans que le soulier d'or est dans un club Big Five, 5 championnats majeurs. Ça pourrait ne pas l'être cette saison si Salah marque pas quelques buts sur la fin de saison. Donc ça aussi, ça m'intéresse en Angleterre. Enfin, les grandes oreilles. Ouais, bien sûr, on s'enregistre là mardi après-midi. Dans quelques heures, c'est Inter-Barça et le lendemain, bien sûr, Paris Saint-Germain-Real Madrid. Qui gagne la Champions? Est-ce que c'est l'Inter qui fait sa deuxième finale en 3 ans après avoir battu le Bayern? Est-ce qu'ils sortent désormais le Barça et après Paris ou Arsenal pour remporter la Champions? Simone Inzaghi sacré, incroyable. Sinon, il y a un vrai risque en étant sorti en demi-finale de Coupe d'Italie contre l'AC Milan. Il y a un vrai risque de faire la saison blanche. De faire ni Serie A en tout cas, ni Coupe d'Italie, ni Ligue des Champions. Alors qu'il y a quelques temps, il y avait des bruits de couloir, le triplé potentiel, comme Mourinho en 2010. Ça peut être fou pour l'Inter. Arsenal, ils peuvent remporter la Champions pour la première fois de leur histoire. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Ce serait la vengeance pour Mikel Arteta. Ce serait la vengeance sur les dernières saisons. Ils ont été si proches de remporter la PL. Ils ont choqué un petit peu sur la fin. La vengeance pour Arsenal, qui a connu tellement de contrariétés, de problèmes de blessures cette saison. Ce serait bien sûr dingue pour Arsenal. Rice, ses coups francs légendaires contre le Real Madrid qui rentre encore un petit peu plus dans le panthéon. On a le Barça, encore un miracle flickien, première année d'Hansi Flick et une Champions comme avec le Bayern. Ce serait totalement dingue avec le style de jeu qu'il pratique. Lamine Yamal, 17 ans, Rafinha, la rédemption, l'histoire du Phoenix, totalement folle, Pedri au sommet. Et ouais, juste un Barça qui, sur sa période Montjuïc en plus, gagne la Champions pour la première fois depuis une décennie, fait un triplé potentiellement en mode Pep sur sa première année. Ce serait fou pour le Barça, il y a tellement de narratives à écrire. Et après, le Paris Saint-Germain. Si le PSG le fait, première fois de son histoire, le PSG qui enfin, quelque part, apprend la leçon de son histoire récente, un PSG post-MNM, post-7+3, l'éloge de la patience, finalement, construire avec le centre de formation, le bassin Île-de-France, la pression. Ouais, mais en même temps, quelle patience. Première année du changement de projet, première année du virage, il la gagne. Ce serait aussi totalement dingue. Et encore plus que la victoire. Non, il n'y a pas encore plus que la victoire. La victoire, ce serait fou. Mais même en se projetant un peu plus, est-ce qu'il n'y a pas un PSG dynastique derrière? Si on regarde, on a beaucoup parlé de cette stat. 4e équipe sur 36, la plus jeune de la Champions. Première équipe la plus jeune, clairement, des équipes qui sont allées loin, ce Paris Saint-Germain. Non seulement l'effectif est jeune, mais en plus il est sécurisé contractuellement. Il n'y a qu'un seul contrat qui expire en 2025 cet été, c'est Bernat. Et en 2026, parmi les joueurs vraiment importants, il n'y a que Donnarumma. Et même en 2027, encore une fois, parmi les joueurs importants, il n'y a que vraiment Fabian Ruiz. Derrière, c'est que du 2028 ou 2029. Paris est dans une très très bonne position, effectif jeune, top entraîneur, situation contractuelle sécurisée pour potentiellement enclencher derrière et être année après année un prétendant. On n'en est pas encore là. Il y a ce match retour contre Arsenal. Mais les grandes oreilles, bien sûr, la Champions, c'est ce qui nous intéresse le plus sur cette fin de saison. Quelques éléments bonus, 3 petits bonus. Le premier, on ne parle pas souvent de ce qui se passe en dehors des 5 majeurs, mais au Portugal, c'est une folie. Il reste 2 matchs.
Sporting et Benfica sont à égalité de points, 78 chacun. Donc non seulement c'est fou, mais en plus la différence de but, elle est que de 3 entre les deux. Non seulement il y a ça, deux clubs à égalité de points à 2 journées de la fin, mais en plus les deux se jouent samedi 19h, Benfica Sporting. Puis ils se rejouent en finale de Coupe du Portugal le 25 mai. Donc ouais, le mano à mano, avec en plus Gyökeres potentiel soulier d'or, entre Benfica et Sporting. Ouais, Lisbonne contre Lisbonne, bien sûr, c'est immense. Il y a aussi en Belgique, où l'Union Saint-Gilloise, à 3 journées de la fin de ses playoffs, est actuellement premier, 1 point de plus que Bruges. Est-ce qu'ils peuvent se venger de la saison passée, où ça a été bien sûr la remontada en leur défaveur, démoralisant. L'Union Saint-Gilloise peut-elle aller chercher son titre? En Belgique, c'est immense. Et la Nations League aussi. Est-ce que ça compte comme fin de saison ou début de la saison prochaine? Je sais pas. Mais Ligue des Nations, le 8 juin, non pardon, le 4 et 5 juin, les 4 et 5 juin, les demi-finales Allemagne-Portugal et Espagne-France. Ah, c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Et la finale le 8 juin à 21h, le dimanche. On sera là pour en parler, parce que ces matchs me hype bien. Et voilà, ça c'est la fin de saison qui nous attend. J'ai forcément laissé des choses sur le bord de la route, j'ai dû oublier 2-3 trucs, mais si je faisais mon top 10 là, comme ça, sans trop réfléchir, c'est un petit peu ce que je mettrais. Et maintenant, j'ai hâte de ce soir et de demain soir, ça va être costaud. Rendez-vous dans quelques heures pour le premier débrief, et à demain pour le second. Prenez soin de vous les potes, et passez une très très bonne semaine. A plus.